Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le commentaire épinglé qui se trouve dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Exosense, donc qui opère dans l'aérospatiale et la défense. De mémoire, ils font des drones, mais j'en suis pas sûr. Dites-moi ça en commentaire si vous le savez. Alors ça a l'air d'être une IPO récente, hein. La boîte n'a pas beaucoup d'historique de cotation. Donc, premier élément, quand on n'a pas beaucoup d'historique, je pense qu'il vaut mieux éviter d'investir dans des cotations récentes, hein, puisqu'en général, ce ne sont pas des sociétés très rentables qui se cotent initialement en bourse. Hein. Il peut y avoir des exceptions, hein, il peut y avoir des entreprises très rentables qui se cotent au bout de plus de temps. Mais on va aller regarder le chiffre d'affaires de la boîte. On a un peu d'historique, mais pas grand-chose. Hein. En médiane, on a 28% de croissance du chiffre d'affaires, donc bonne croissance. On a empilé 2 années de forte croissance entre 2023 et 2024. On a fait 35% de croissance en 2024. C'est la croissance organique en plus, vu qu'on n'a pas d'acquisition, en tout cas d'après les données qui nous sont fournies par Coifin. Alors, on va aller regarder maintenant les taux de marge. Alors, on sort un taux de marge brute à 57%, donc on est presque au niveau d'avantage concurrentiel de Warren Buffett, qui est 60%. Donc, ça, en plus, c'est assez stable, bon, ça baisse un peu hein, sur la période en revanche. Qui est assez courte, donc à surveiller si cette marge brute se maintient, mais toutefois le taux de marge d'EBITDA, lui, est en hausse, il a un niveau vraiment très élevé, hein. 28% quasiment, excellente efficience opérationnelle, en plus on compense la légère baisse des marges brutes par de l'efficience opérationnelle, donc ça c'est excellent. Le taux de marge nette est à 7,8%, au-dessus de la médiane à 4,9%, donc on arrive aussi à dégager une meilleure efficience financière et fiscale, ce qui est vraiment pas mal hein, pour cette boîte. Donc là, on voit qu'on est sur des marges plutôt qualitatives. Hein. Ensuite, on regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors, en cumulé, on fait des pertes. Ça, c'est jamais très bon. Si on zoome sur un an, on a plus de free cash flow que de bénéfices nets, et les bénéfices nets sont positifs. Bon, c'est pas mal. On a dépassé le seuil de rentabilité. On est sur des free cash flow largement plus élevés que les bénéfices nets. Pourquoi ? Est-ce qu'on a une variation favorable du BFR ? On a une variation défavorable pour 10 millions. Est-ce qu'on a des dépréciations amortissements qui se compensent ou l'un inférieur par rapport à l'autre ? Non, les capex sont plus élevés que les dépréciations amortissements, donc ça c'est bien, on continue d'investir dans l'appareil productif et ça délivre de la croissance, donc c'est du bon investissement. Donc il doit y avoir des other non-cash items, et ça il faut aller éclaircir de quoi il s'agit dans les tableaux de flux de trésorerie, parce qu'on n'a pas l'info en détail sur l'agrégateur. Bon. Pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow. Ensuite, rendement opérationnel, rentabilité opérationnelle. On a un rendement des capitaux investis qui est à 9,5 en médiane. Bon, la médiane ne veut pas dire grand-chose, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup d'exercices. Bon, sur le dernier point disponible, on a 9,4%, ce qui est pas mal, hein, mais c'est en dessous de la croissance. C'est-à-dire que sur le long terme, l'entreprise va avoir du mal à se financer si elle n'est pas plus rentable que cela. Elle va devoir soit s'endetter, soit faire des augmentations de capital, mais il va falloir trouver du cash quelque part pour financer la croissance. Ensuite, on regarde justement la dette de l'entreprise, elle est en baisse. On est endetté à une fois l'EBITDA, donc ça c'est pas trop élevé comme niveau d'endettement, c'est soutenable. À voir par la suite, hein, si on arrive à dégager une meilleure rentabilité ou non, parce que si on n'arrive pas à dégager une meilleure rentabilité, soit la dette nette va monter, soit le nombre d'actions va monter. On n'est pas à un niveau d'endettement préoccupant en tout cas à ce stade, donc ça c'est intéressant. Ensuite, on va regarder la rémunération de l'actionnaire, il n'y a pas de dividende, et si on regarde le compte d'actions, le nombre d'actions en circulation, il bouge pas. Bon, après, il n'y a pas beaucoup ça fait pas longtemps qu'on est coté, hein, donc ils n'ont pas eu le temps de diluer les gens, je pense, mais les actionnaires. Mais c'est stable pour l'instant. Donc la rémunération de l'actionnaire, elle est nulle hein, pour l'instant. Il n'y a pas de dividende ni de rachat d'actions. Je pense que cette métrique est fausse. Ici, donc, bon, voilà, pas de rémunération de l'actionnaire, mais c'est normal, on est sur une société de forte croissance qui a besoin de tous ses cash flows pour financer l'activité. La valorisation, maintenant, on a peut-être, on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA, bon, il n'y a pas de multiple hein, historique, enfin, le multiple médian ici, il ne va rien dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exercices. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en absolu, 16,3 c'est quand même élevé, mais c'est une société de croissance. Ce qui veut dire aussi qu'il faut prendre peut-être en compte les avis des analystes. Bon, je le fais jamais, c'est pas mon style d'investissement, mais si vous faites de la croissance, c'est ce que vous devez faire, ou alors en tout cas, vous devez venir avec votre propre modèle de prévision des bénéfices. Ce qu'on voit, c'est que dans les 12 prochains mois, on est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 13, donc on anticipe une croissance de l'EBITDA, ou en tout cas une diminution de la dette, ou les deux. 13, c'est pas si cher payé. On peut regarder en
price to, on n'a pas le price earning. Et est-ce qu'on a le price to free cash flow ici? Si on regarde un price to free cash flow, on est quand même à un niveau élevé. Est-ce qu'on a la prévision? On n'a pas de prévision, donc on est à 30. 30, c'est typique d'une valeur de croissance. Vu qu'on a 30% de croissance, ça peut être justifiable comme multiple, mais bon, c'est pas si donné. Conclusion du dossier Exosons. Si vous êtes un investisseur de croissance et que vous croyez au long terme dans le marché de cette entreprise, pourquoi pas? Faites vos prévisions de croissance des bénéfices ou des prévisions des cash flows. Voilà, bon, ça reste typiquement un dossier croissance et c'est un tout autre style d'investissement que le mien. Maintenant, il n'y a rien de trop inquiétant sur cette entreprise, hormis peut-être la rentabilité qui est un peu faible. Il faudra suivre dans les prochaines publications. J'espère que cette analyse vous intéresse. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.